De tous les sentiments de scandale qu'inspire immanquablement le spectacle de la finance libéralisée, il en est un, à mes yeux en tout cas, qui est pénible entre tous. Et c'est celui qui tient à cette forme de prise d'otage, car je ne vois pas comment le dire autrement, dans laquelle la finance privée a le pouvoir de précipiter les pouvoirs publics, Trésor et Banque centrale en tête, en les forçant à lui venir au secours. Et ça, c'est exactement le dilemme type du risque systémique dont a parlé Esther ce matin, puisque ne pas secourir la finance, c'est prendre le risque de la suivre de très près dans l'effondrement général. Et ça, c'est encore une fois, c'est l'essence même du risque systémique. Un défaut bancaire, du fait des interdépendances financières entre banques, peut se propager et tourner à la catastrophe globale, d'où il résultera un écroulement complet du système financier, c'est-à-dire une mise en panne immédiate du système du crédit et un arrêt en cale sèche de toute l'économie réelle. Mais inversement, la secourir, c'est sauver la mise aux irresponsables, et il y a là quelque chose qui heurte le sens commun et qui offense même les normes de justice les plus élémentaires, particulièrement quand on pense aux gains faramineux qui ont été encaissés par ces hommes et ces institutions pendant la bulle. Or, la solution du dilemme existe, et elle a même un nom, c'est la conditionnalité. Alors cette solution, les pays du Sud la connaissent bien. Avez-vous jamais vu que le FMI et la Banque mondiale soient intervenus pour fournir des crédits de secours aux pays endettés sans leur imposer d'extraordinaires contreparties? Ça s'est même mis en doctrine sous ce nom-là, hein, c'est la doctrine de la conditionnalité, puis sous le délicat euphémisme de l'ajustement structurel. Eh bien, il me semble que cette solution, qui a déjà été expérimentée, est prête à l'emploi et directement applicable pour les institutions financières du Nord. Par conséquent, certes, il faudra intervenir impérativement pour désactiver le risque systémique, mais pas sans condition. Et la condition, c'est qu'on change tout. Donc, c'est entendu, nous avons saisi que notre intérêt bien compris était de venir au secours de la finance une fois de plus. Mais cette fois-ci sera la dernière. Et ça ne sera pas sans contrepartie, ou ça ne devrait pas être sans contrepartie. Et la contrepartie, ce serait la transformation radicale des structures financières, telles qu'en l'état, elles laissent se recréer sans cesse les situations du risque systémique et de l'aléa moral, autrement dit celles que j'ai appelées de la prise d'otage tout à l'heure. Alors, quelles peuvent être les grandes lignes directrices stratégiques qui donnent sa cohérence à ce projet de reconstruction? Parce que ce n'est pas le tout d'annoncer un projet. Encore faut-il avoir des contenus à y mettre dedans. Et puis, préalablement, encore faut-il être un peu au clair sur les objectifs poursuivis. Alors, je vous propose 4 principes qui pourraient encadrer la reconstruction des structures financières. Premier principe, qui tient à un constat sans doute attristant mais lucide, à savoir que le contrôle des risques financiers exemptés, a priori, est une chimère. Alors, il n'y a plus que la finance quantitative maintenant qui croit en les prédictions de ces modèles, mais la carence en cette matière a été absolument invraisemblable. Alors, et il ne faudrait pas croire que cet accident, si vous voulez, ce léger accident de parcours a quelque chose comment dirais-je, de conjoncturel, etc. Non, l'incapacité des modèles de la finance à apprécier convenablement les risques qui sont le corrélat des prises de position dans les marchés, cette incapacité est fondamentale, c'est une incapacité principielle, j'allais dire c'est une incapacité ontologique. Alors c'est une proposition forte, je ne peux pas vous en faire l'argument détaillé maintenant, parce qu'il faudrait rentrer dans des considérations alors un peu trop techniques, mais je vous donne à titre d'intuition un indice de l'ampleur de cette carence, et vous aurez tout compris quand vous saurez que les modèles qui étaient en vigueur dans les salles de marché avaient estimé que la probabilité d'occurrence d'un événement de la magnitude telle que la crise des subprimes était de 1 fois tous les 10 000 ou tous les 25 000 ans. Bon. Alors, si cette carence est avérée à ce degré, il faut en tirer les conséquences. Et la conséquence, c'est que puisqu'on ne peut pas mesurer le risque exempté, alors il faut en réduire, en restreindre très sévèrement la prise, et ceci dès l'origine. Deuxième principe, lorsqu'une bulle est formée, il est trop tard. Je veux dire, c'est fini. Les mécanismes du risque systémique se réarment aussitôt, la prise d'otage, etc., de telle sorte que ce qu'il faut rechercher, ça n'est pas une formule institutionnelle ou une autre qui permettrait d'amortir plus ou moins bien les dégâts du krach. L'objectif stratégique à poursuivre, et il est exigeant, c'est d'empêcher la formation des bulles, et non pas d'espérer qu'on pourra passer la serpillière dans un deuxième temps. Troisième principe, la régulation financière doit abandonner l'idée du level playing field qu'on trouve à l'œuvre dans les accords de supervision prudentielle internationaux du type BAL, BAL 1, BAL 2 et bientôt le 3e, etc. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de level playing field? En bon français, aplanissement du terrain.
Eh bien, le level playing field consiste à rechercher une norme de régulation commune, et on se doute que si elle est commune, elle va se faire à minima, pour créer un marché financier mondial parfaitement homogénéisé, c'est-à-dire totalement décloisonné. Bon, dans ces conditions, il est tout à fait évident qu'une enclave qui déciderait de se munir d'un niveau de régulation supérieur, dans un contexte de parfaite liberté de mouvement des capitaux, s'infligerait à elle-même un désavantage compétitif notoire, puisque tous les capitaux en foutraient le camp instantanément pour se réfugier dans le reste du monde, là où on leur fait la vie meilleure. Eh bien, contre le level playing field, le présent schéma affirme le principe du recloisonnement. Et donc envisage une zone de régulation supérieure, mais évidemment protégée comme telle, car la protection est le corrélat nécessaire de la régulation. Quatrième principe, qui donne en quelque sorte forme concrète au précédent, l'Europe est un espace d'activité financière autosuffisant. C'est un espace qui est suffisamment diversifié par ses produits financiers, qui est suffisamment vaste et profond en termes de liquidité. Par conséquent, il faut affirmer que l'Europe est candidate naturelle à constituer une zone financière, ce qui par ellipse signifie une zone financière régulière. Alors maintenant, on peut rentrer dans les propositions. Première proposition, la détitrisation. Alors la titrisation, vous en avez entendu largement parler ce matin, je gage que vous saviez déjà un peu de quoi il s'agit. La titrisation est cette opération qui consiste à transformer des crédits bancaires immobiles en titres négociables. Et alors on a vu en cinémascope les effets que ça pouvait produire. Effondrement de la sélectivité des prêts, et pour cause. À partir du moment où les banques savent pouvoir se débarrasser, dans l'instant même où elles les ont émis, des crédits, elles n'ont évidemment plus aucune incitation à sélectionner la qualité de leurs prêteurs, et par conséquent on se retrouve avec un phénomène du type subprime. Alors pour le coup, là j'aurais une proposition d'une modération douteuse, interdire carrément. Gérard en a parlé ce matin et je dois dire que je partage complètement son point de vue. J'ai prévu une clause au cas où il y aurait quelques âmes sensibles dans la salle, sous l'espèce d'une restriction sévère des possibilités de titrisation à une fraction, mais si possible ridicule, du total des encours, car il est vrai que la titrisation autorise à la gestion bancaire un peu plus de souplesse, notamment en matière de redéploiement des fonds propres. Bon. Deuxième proposition, la délevérisation. Alors ça, c'est un point vraiment central, dont Peter vient de parler d'ailleurs, hein. Donc je voudrais m'y appesantir un instant. Qu'est-ce que c'est que l'effet levier? L'effet levier, génériquement, est cela qui permet aux opérateurs de prendre des positions au-delà de leurs fonds propres. Alors des effets leviers, il y en a de plein de sortes, disons de deux sortes. Première sorte, qui est peut-être la moins connue, l'effet levier de dépôt de marge. Et ça concerne ce qu'on appelle les produits dérivés. Qu'est-ce que c'est que les produits dérivés? Les produits dérivés, c'est un contrat par lequel on s'engage à acheter ou à vendre un certain actif, mais dans le futur, à terme, à une certaine échéance. Et pour autant, le deal est conclu maintenant, mais moyennant le versement d'une certaine somme tout de suite, qu'on appelle un dépôt de marge. Et finalement, le dépôt de marge procède d'une logique de l'acompte, si vous voulez. On veut s'assurer que le gars qui s'engage à payer des millions de dollars dans 3 mois possède quand même le premier sou. Alors je donne un exemple pour vous faire comprendre comment ça marche. Pour un contrat de futures à 3 mois de 375 000 $ sur l'indice Standard & Poor's 500, qui est un indice boursier, le dépôt de marge est ridicule, il est de 1 000 $. Ça veut dire qu'avec 1 000 $, vous pouvez vous engager sur les marchés de produits dérivés à hauteur de 375 000 $. C'est la définition même du levier que je viens de donner à l'instant. Deuxième sorte de levier, le levier d'endettement. Alors, le levier d'endettement, c'est ce qui consiste à ajouter de la dette à ses capitaux propres pour démultiplier la rentabilité financière. Alors, je voudrais, avec un exemple aussi simple que possible, vous montrer comment fonctionne cette opération de démultiplication. Vous avez un actif de valeur 100 et il donne un profit brut de 10. Sa rentabilité brute est de 10%. Jusque-là, fastoche. Bon. On qualifie la rentabilité de brute parce qu'elle n'exprime pas autre chose que les caractéristiques intrinsèques de cet actif. Mais on peut aborder ce choix d'investissement avec un regard un tout petit peu différent, en particulier lié aux considérations du mode de financement de cette acquisition. Et alors pour acquérir un actif, on peut avoir des capitaux propres, ou alors on peut avoir de la dette, ou alors on peut avoir un mélange des deux. Je veux dire, ceux d'entre vous qui ont la chance d'être propriétaires le savent bien. Peut-être même ont-ils eu la chance d'avoir un apport personnel, c'était leur fonds propre. Ils ont complété avec du crédit immobilier, voilà, et ils ont fait leur affaire. Alors maintenant, mon actif, il est financé avec 20 fonds propres et 80 de dettes. Et on dit que le taux d'intérêt est de 5%.
alors le profit est net et non plus brut, parce que s'il y a de la dette, il y a des frais financiers à payer. Et comme les frais financiers, c'est 5% de 80, c'est-à-dire 4, le profit net, c'est 10 moins 4, c'est-à-dire 6. Mathématiques de haut niveau. Alors, la problématique de la rentabilité, maintenant, se pose en des termes un peu différents. On ne regarde plus la rentabilité brute, c'est-à-dire le profit total ramené au montant total de l'investissement. On va regarder la rentabilité financière, c'est-à-dire la rentabilité des seuls capitaux propres qui ont été engagés. Donc, en rapportant le profit net au fonds propre, en l'espèce 6 divisé par 20, 30%, miracle. À partir d'une rentabilité brute de 10%, vous récupérez une rentabilité des capitaux propres de 30%. Évidemment, ceci n'a rien de miraculeux, c'est l'effet intrinsèque du montage financier et de la mobilisation de l'effet de levier. Alors, vous imaginez sans peine que la leviérisation dans la finance de marché, c'est la drogue dure. Et évidemment, c'est un démultiplicateur de rentabilité. Alors, pas surprenant de retrouver les grandes banques d'investissement qui sont leviérisées à des coefficients absolument invraisemblables. Celles que je vous donne sont leviérisées pour des coefficients supérieurs à 30. Et comme la félicité de la leviérisation ne s'arrête pas en si bon chemin, les leviers, ça se leviérise, les démultiplicateurs, ça se démultiplie, hardi petit.